va continuer sur les aspects de recherche et cette fois-ci plus sur le traitement des rechutes. Et donc, le docteur Luc Abel va nous parler d'un de ses projets de recherche. Il est oncologue médical spécialisé aussi dans les cancers du sein à l'Institut Curie. Donc bonjour à toutes ouais, on va dire. Et tout. Alors on m'a demandé de parler de l'identification de thérapie via les modèles organoïdes. Donc voilà, c'est un domaine assez recherche, mais je vais essayer de vous expliquer ça. Donc effectivement, moi je suis oncologue médical. Donc je travaille sur le cancer du sein. Alors dans le cancer du sein, on a la chance, c'est un des cancers où il y a le plus de traitements efficaces. Donc par rapport à d'autres cancers, on a beaucoup de traitements efficaces. Malgré tous ces traitements, bah, il y a un taux d'efficacité qui va être assez variable selon les situations cliniques, selon les traitements, hein. C'est de 10% à 80% selon vraiment le traitement, la situation. On manque souvent de biomarqueurs pour essayer de prédire l'efficacité de ces traitements. Et on sait que le cancer, malheureusement, peut devenir résistant après plusieurs lignes de thérapie. Donc on a aussi besoin de trouver, bien sûr, toujours des nouveaux traitements. Donc les biomarqueurs, vous en avez parlé avant, hein, c'est le fait d'avoir un marqueur biologique qui vient du tissu tumoral, d'une prise de sang, qui permettrait ou non de prédire l'efficacité d'un traitement. Par exemple, bah, l'expression des récepteurs aux oestrogènes dans le cancer du sein et un biomarqueur de réponse à l'hormonothérapie qu'on utilise dans le cancer du sein. Et donc, les modèles précliniques sont des modèles qui sont utilisés depuis longtemps dans la recherche pour essayer de trouver des nouveaux traitements, de déterminer des biomarqueurs et d'essayer de comprendre finalement les mécanismes euh, de la progression du cancer. Et pour ces modèles-là, en fait, on en a plusieurs, je crois pas qu'il y ait de pointeur, mais on peut utiliser plusieurs types de modèles. C'est-à-dire si on prend une tumeur qui peut venir d'une pièce de chirurgie, d'une biopsie, eh ben, on peut la greffer sur une souris, ce qu'on va appeler une PDX, et cette tumeur peut, sur des souris qui sont spéciales, hein, bien sûr, peut proliférer et on peut tester des traitements sur ces souris. On peut prendre cette tumeur et la mettre en culture cellulaire, donc sans modèles animaux, qu'on peut mettre dans une boîte de pétri, et on peut faire des modèles en 2D, donc qui sont à plat dans la boîte, ou en 3D, qu'on va appeler les organoïdes. Donc les organoïdes, c'est des boules en fait de tumeurs en 3D dans une boîte, comme ça, comme vous pouvez voir au milieu. Et il y a d'autres technologies dont je vais dire un mot après, qui sont les tumeurs sur puces. On peut avoir des puces, pareil, sur lesquelles on met les tumeurs et qui vont permettre de contrôler un petit peu mieux ce qui se passe. Donc c'est pour vous dire qu'on a beaucoup de modèles en recherche qu'on peut utiliser pour essayer de comprendre les nouveaux traitements, leur efficacité, les biomarqueurs. Comme vous pouvez vous en douter, chacun de ces modèles a des avantages et des inconvénients. Quand on travaille sur des souris, déjà, il y a toutes les questions éthiques sur le travail avec les animaux. Ça va coûter plus d'argent, hein, puisqu'il faut avoir des cages. Le mètre carré d'une cage de souris est cher. Il faut s'en occuper, il faut du personnel. Donc, c'est des modèles qui coûtent cher. Donc, on va être limité en termes de aussi ce qu'on peut faire avec des modèles souris. Et après, à un extrême inverse, on a les modèles culture en 2D, donc des cellules qui poussent sur une boîte en plastique. Vous pouvez imaginer assez facilement qu'on est quand même loin de la patiente et du patient finalement pour lequel la tumeur vient. Et donc si on veut essayer de montrer des efficacités de traitement, entre ce qui se passe dans une boîte de pétri, dans une boîte de culture et ce qui se passe chez un patient, eh ben, il y a énormément de différences. Donc ça va être toutes les limitations de ces modèles-là. Et c'est là où les organoïdes sont, ce qu'on m'a demandé de parler de ça, puisque c'est un des sujets de recherche, où les tumeurs sur puce sont des modèles qui sont intéressants à deux niveaux, parce qu'ils miment une complexité un peu supérieure au juste le modèle 2D au fond de la boîte, parce qu'ils sont en 3D. Et on va en reparler, on peut aussi essayer de reproduire un petit peu plus ce qui se passe finalement au niveau du micro-environnement de la tumeur, ce qui se passe autour de la tumeur. Donc tous ces modèles, on en a une des difficultés, tout simplement, c'est d'en avoir, puisque si on veut les étudier, il faut arriver à les obtenir. Donc, comme je vous dis, ça peut être des pièces de chirurgie, des biopsies. Mais donc, si on veut, dans une situation très précise, se dire, j'aimerais comprendre le mécanisme de résistance dans telle situation, il faut avoir accès à ces modèles. Et c'est souvent une des limitations, parce que c'est très difficile et c'est normal de demander à une patiente, un patient, de dire, est-ce que vous voulez juste faire une biopsie pour la recherche, pour que nous, on puisse avoir faire des cultures et autres. Donc c'est difficile d'avoir ces modèles-là. On peut y arriver néanmoins. Les traitements évoluant beaucoup, en fait, il faut que perpétuellement aussi, on ait des nouveaux modèles qui correspondent aux situations cliniques auxquelles on fait face, puisque on a des modèles d'il y a 20 ans, mais en fait, entre-temps, nos traitements ont tellement changé qu'ils sont moins pertinents à l'heure actuelle. Donc ça va nécessiter une collaboration, en tout cas, entre les chercheurs et
et les oncologues. Je prends l'exemple, donc on a ici le laboratoire d'investigation préclinique. Elisabetta Marangoni et d'autres personnes sur la partie cancer du sein travaillent dessus. Et elle a pu, au cours de dizaines d'années, avoir ce qu'on appelle une biobanque, c'est-à-dire une collection de tumeurs de cancer du sein qui proviennent de patientes, plus de 200, et des organoïdes aussi, donc des modèles soit souris, soit organoïdes, pour lesquels on va avoir une représentation un petit peu de ce qui se passe, des cancers du sein triple négatifs, des cancers du sein qui expriment les récepteurs hormonaux, des cancers du sein HER2, des résistants, des sensibles. Donc c'est ça qu'on essaie de constituer. Je vais vous prendre un exemple là des travaux qu'elle a pu faire. En fait, à quoi ça peut nous servir ces modèles-là en recherche? Là, c'est 3 médicaments, c'est 3 études où en fait on a traité des modèles de cancer du sein triple négatif, soit avec du carboplatine, soit avec du 5-FU, soit avec un inhibiteur de topoisomérase 1, donc 3 modèles. Et vous pouvez voir en fait les barres qu'on voit ici. Quand la barre va en bas, c'est qu'il y a une réponse du traitement, et quand la barre va en haut, chaque barre c'est une souris, et donc quand ça va en bas, la tumeur répond, en haut il y a une progression, et donc vous pouvez voir pour chacun de ces traitements, et c'est ce qu'on constate en clinique, il y a des tumeurs qui sont sensibles au traitement qu'on donne, et des tumeurs qui sont résistantes. Et l'avantage de ces modèles-là, de fait de travailler chez la souris ou sur d'autres types de modèles comme organoïdes, on peut, avec ça, faire des études de biologie pour essayer de comprendre pourquoi cette tumeur a répondu et pourquoi cette tumeur n'a pas répondu. Donc c'est ce qu'elle a fait. Elle a pu identifier, pour chacun de ces médicaments-là, des biomarqueurs différents qui prédisaient la sensibilité ou non des traitements. Et après, donc maintenant, alors ça devient plus complexe, mais on peut combiner ces modèles, parce que comme je vous dis, les modèles souris, c'est un peu lourd à mettre en place. Donc maintenant, ce qu'elle fait, c'est que on peut avoir des organoïdes qui sont, ce que je vous dis, ces boules 3D qu'on met en boîte de culture. Donc c'est plus facile à cultiver, on peut faire plus de tests, on peut tester plus de drogues. Donc on peut, si on veut évaluer un nouveau traitement, ici c'était dans les cancers du sein qui expriment les récepteurs hormonaux, qui ont une progression après des inhibiteurs de CDK4/6, qui sont un des traitements clés maintenant de la prise en charge de ces cancers métastatiques. On a un certain nombre de modèles pour lesquels on peut, c'était l'évaluation d'une nouvelle drogue que je ne cite pas, qui est encore expérimentale. On peut tester sur les modèles organoïdes, on a des profils de réponse, des tumeurs sensibles, des tumeurs résistantes, et ensuite on peut confirmer sur la souris que effectivement le traitement semble efficace ou non. Donc ça, c'est des modèles qui sont quand même puissants pour essayer d'identifier des nouveaux traitements et surtout de comprendre pourquoi ils fonctionnent ou pas. Et nous, finalement, donc ça, c'était vraiment l'aspect, recherche, on voudrait identifier des traitements. Mais nous, ce qu'on aimerait faire idéalement en clinique, sur le modèle de, vous avez sans doute eu un antibiogramme, fait un test, un ECBU, un test urinaire, un test d'infection, où en fait on teste, quand on cultive une bactérie, si vous faites un test urinaire, on va le mettre en culture, on va mettre différents antibiotiques, et puis 48 heures après, on vous rend un résultat, et on vous dit, la bactérie, on a retrouvé telle bactérie, et la bactérie, elle est sensible à tel antibiotique, elle est résistante à tel antibiotique. Donc finalement, on fait des tests comme ça in vitro pour essayer de prédire l'efficacité d'un antibiotique ou non. Donc nous, forcément, en cancérologie, on est très intéressé sur le principe pour essayer de se dire, mais est-ce qu'on peut faire le même type d'approche que nos collègues infectiologues font depuis plusieurs années et qui est finalement utilisé en routine clinique? Peut-on prédire la sensibilité des traitements? Alors, je suis désolé, c'est en anglais parce que j'ai pris l'image, mais ça, c'est nos collègues de Gustave Roussy qui ont publié cet article en montrant dans des cancers du pancréas qu'ils arrivaient à faire une biopsie, mettre en culture pour avoir des organoïdes et tester sur ces organoïdes un certain nombre de chimiothérapies ou de traitements. En moyenne, ça leur a pris en moyenne 7 semaines, et ils arrivaient comme ça à montrer que, à tester un certain nombre de comme je dis, de chimiothérapies, et montrait que, après, le patient était bien sûr traité en parallèle, et il montrait qu'il y avait une assez bonne concordance entre ce que le patient avait comme réponse avec le traitement et ce qu'on observait dans l'organoïde. Est-ce que c'est parfait à 100%? Non, c'est encore des choses, bien sûr, on est dans le domaine de la recherche, mais ces techniques organoïdes pour essayer de prédire est-ce que ma chimiothérapie va fonctionner ou pas, a globalement une bonne concordance avec ce qui se passe chez le patient pour la chimiothérapie, en tout cas. Et donc, basé sur ça, on a un essai clinique qui a débuté en début d'année à l'Institut Curie, donc qui a pour but d'essayer dans le cancer du sein, des patientes qui vont avoir besoin de chimiothérapie, de faire une biopsie, d'essayer d'établir cet organoïde et d'essayer de tester un certain nombre de chimiothérapies qui va être utilisée dans le soin courant, c'est-à-dire des chimiothérapies, parce que comme je vous ai dit, on a plusieurs traitements et parfois on hésite, est-ce que je donne d'abord celui-là, celui-là, celui-là? On a souvent le choix, ce qui est une bonne chose, mais l'ordre des traitements, on ne sait pas toujours. Donc est-ce que de faire ça
peut nous guider peut nous permettre de recommander un traitement et avoir une efficacité. Donc, comme je vous dis, une des limites, par exemple, des organoïdes, c'est le temps de culture, puisqu'il faut plusieurs mois avant d'arriver à faire cette culture, puis de faire ce test de drogue. Donc, bien sûr, on ne peut pas attendre avant de traiter une patiente qui a un cancer métastatique. Donc, on doit démarrer un traitement. Et donc, l'idée de ce projet, c'est de se dire, la patiente démarre son traitement, nous, on a fait la biopsie, et en parallèle, on va essayer de tester les chimiothérapies, et s'il y a un besoin d'une nouvelle ligne ensuite, de faire une recommandation de traitement. Donc ça, c'est un projet qui vient de démarrer, qui est en cours. Donc, comme vous pouvez imaginer, ça nécessite... c'est toute une organisation, c'est quelque chose il faut faire des biopsies, il faut les cultiver dans le laboratoire ici. On travaille avec une plateforme qui sait faire des tests de médicaments, et après, il faut qu'on discute des résultats ensemble entre laboratoire et médecin pour rendre un résultat. Donc, on va tester entre 5 et 10 chimiothérapies. On espère que c'est une étude preuve de concept. Hein. Le but, c'est déjà de montrer, vous voyez, déjà la faisabilité de faire ce type d'approche nouvelle et lourde, comme en pratique clinique. On a aussi eu, c'est pour vous dire un peu aussi ce qui se passe à l'Institut Curie, il y a eu Stéphanie Descroix, qui elle travaille dans un institut à côté, qui a eu un financement pour essayer de développer d'autres types de modèles que les organoïdes. Donc c'est tumeurs on chip, ce sont des tumeurs sur puces. En fait, c'est des puces en plastique pour lesquelles on peut aussi mettre des cellules tumorales, mettre un traitement et essayer de voir finalement si le traitement est efficace ou non. Donc ça, on est en train, là on est encore à l'étape d'essayer de valider la technologie, c'est-à-dire que ça, c'est pas du tout encore un essai clinique, mais on essaye de montrer qu'on est capable de faire ça. Là, l'avantage, c'est qu'on ferait une biopsie, on le met directement sur la puce, et on peut traiter, et en une semaine, on aurait un résultat. Ou en 10 jours, en tout cas. Donc, il n'y aurait pas cette étape, finalement, de mois de culture et autres. Donc, est-ce que, pour l'instant, c'est encore un projet de recherche. On espère pouvoir y arriver. Et si, en tout cas, on a démontré la validité, on doit faire un essai clinique cette année ou l'année prochaine. Mais d'abord, on doit démontrer qu'on est bien capable de reproduire la réponse du traitement qu'on observe chez le patient. Et après, tout ça, ça pose quand même des challenges et des difficultés importantes. Là, moi, je vous parle d'essayer de prédire l'efficacité d'un traitement, mais en cancérologie, parfois, on va être amené à combiner les traitements, le traitement A, le B, le C. On sait que certaines combinaisons sont synergiques, c'est-à-dire de donner les deux ensemble vont être plus efficaces que de donner l'un ou l'autre. Donc, mais bien sûr, faire ça dans des modèles précliniques rajoute un degré de complexité, parce que tester une chimiothérapie, deux, trois, une par une, mais si on commence à en avoir 50 à tester, que chacune d'elles, il faut la tester avec les autres, en termes d'expérience de laboratoire, ça devient quelque chose de très lourd à faire. Donc, c'est aussi des choses sur lesquelles on travaille, mais qui sont pour l'instant vraiment plus du domaine de la recherche. Donc, voilà, ce que je vous disais, que ça augmente le nombre de possibilités de faire des combinaisons de manière importante, et donc mais c'est très intéressant aussi. Et le dernier challenge, c'est vraiment tous les traitements qui ne sont pas de la chimiothérapie, en particulier l'immunothérapie, dont vous avez sans doute entendu parler, puisque l'immunothérapie, comment ça fonctionne? L'immunothérapie, on réactive, en général, la plupart des immunothérapies, réactivent votre système immunitaire pour aller attaquer la cellule tumorale. Mais donc là, on ne peut pas, si on veut essayer de mimer ça dans des expériences précliniques, c'est pas juste des cellules tumorales qu'il nous faut. Il nous faut aussi les cellules immunitaires pour voir si on donne l'immunothérapie, est-ce qu'on réactive bien les lymphocytes ou les cellules immunitaires qui vont détruire la tumeur. Et donc, tout ça, ça rajoute un niveau de complexité, puisqu'on sait que autour de la tumeur, il se passe plein de choses. Il y a la tumeur, il y a des lymphocytes, il y a des globules blancs, il y a des macrophages, il y a des cellules dendritiques, il y a des fibroblastes. Il y a plein de choses autour d'une tumeur. Donc, si on veut vraiment modéliser exactement ce qui se passe, et c'est ce qu'il faudrait faire à terme, c'est ce qu'on essaye de faire, bien sûr, ça ajoute un degré de complexité en laboratoire très important. Et donc, ça, c'est des recherches aussi qu'on est en train de faire pour savoir est-ce qu'on peut donc améliorer les capacités de prédiction, qu'est-ce qu'on a besoin comme cellules de mettre, mais si on arrive à mettre l'ensemble de ces cellules-là, on peut vraiment tester au-delà de la chimiothérapie, on peut tester des immunothérapies, on peut tester deux types de molécules, des combinaisons plus intéressantes. Donc tout ça, mais c'est du domaine de la recherche. Et donc c'est dans l'Institut Cancer des Femmes que Curie développe à l'heure actuelle. On essaie de développer ce qu'on a une plateforme sur ces modèles précliniques pour à la fois que les chercheurs puissent avoir des modèles qui puissent les intéresser pour découvrir de nouveaux traitements, et inversement, moi, clinicien, essayer de voir est-ce qu'on peut amener ces approches pour le patient en essayant de permettre de tester, effectivement, de prédire l'efficacité de traitements en laboratoire. Et donc, en conclusion, les modèles précliniques permettent de découvrir des nouvelles cibles thérapeutiques ou des traitements efficaces.
On est en train, dans le contexte vraiment clinique, les études sont en cours pour savoir si ce type d'approche pourrait être utilisé en pratique clinique, et même si on démontre qu'effectivement, on a un bénéfice pour le patient, il faut aussi vous dire que c'est très lourd à mettre en place. Hein, donc, il faudra aussi voir la faisabilité dans des centres autres, et même chez nous, finalement, à large échelle. Et on est encore dans un développement technologique pour essayer de tester tous les types de traitements et vraiment d'essayer de mimer la complexité du cancer au niveau du laboratoire. Puisqu'il n'y a pas de questions, c'est juste pour dire que c'était quand même très passionnant, toutes ces présentations très pointues, et aussi remercier les patientes qui participent en fait à travers leur biopsie, leurs dons de cellules et autres, à faire tous ces trucs un peu bizarres, là, les organoïdes, les souris, machin. Mais on voit que c'est vrai que derrière, c'est aussi une façon de participer aussi à faire avancer les choses. Donc c'était l'occasion de leur dire merci. C'est difficile d'arriver, quand on vous demande dans les essais cliniques d'avoir accès à des échantillons, c'est pas effectif. Quand on vous demande d'avoir accès à des échantillons, soit des prises de sang, moi je travaille aussi sur l'ADN tumorel circulant, donc les prises de sang, par exemple, on peut s'en servir à ça. Et quand on demande des biopsies, c'est aussi pour faire ce type de projet, mais c'est sûr que c'est très difficile en tant que patient d'essayer de vous comprendre derrière qu'est-ce qu'on finalement on peut faire avec ça quand on vous demande d'aller faire une biopsie. Donc c'est aussi, j'espère, plus clair, je sais pas, mais en tout cas, vous avez une idée de...